plaisir de recevoir Barbara Abel. Merci déjà d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Parce que je sais aussi que vous êtes assez sollicité, un agenda assez rempli, donc voilà. Mais donc merci. Alors pour vous présenter brièvement, vous êtes licencié en philologie romane, vous vivez à Bruxelles, on vous doit une dizaine de romans. Pour la plupart, on va le voir dans le genre plutôt noir, mais on reviendra peut-être sur entre polar, thriller psychologique, on verra ça. Le dernier paru donc l'année dernière, L'innocence des bourreaux chez Belfond. Vos ouvrages sont traduits en plusieurs langues. Certains ont d'ailleurs fait l'objet d'une adaptation, notamment pour la télévision, on y reviendra. Et puis à côté de cela, vous avez également collaboré, on vous connaît aussi comme chroniqueuse culturelle et littéraire, notamment aux côtés d'Éric Russon dans l'émission que vous connaissez certainement, 50 degrés Nord, qui était diffusée, et qui l'est toujours d'ailleurs. Non, c'est fini. C'est fini, hein. Terminé, ouais. Oui. Mais il n'y a pas tellement longtemps alors. 1 an et demi. Ah non, oui, d'accord, ok. Bon, voilà. Mais voilà, et donc 50 degrés Nord qui était diffusé sur Arte Belgique, voilà. Puis signalons peut-être aussi que vous avez reçu plusieurs prix dans le cadre de festivals. Voilà. Alors, avec Barbara Abel, on a, je vous le disais, affaire à des histoires, des trames qui finalement sont assez, des intrigues, on va le voir, assez machiavéliques, et qui nous feront passer très rapidement, en quelques secondes, on passe du paradis, ou en tout cas d'une vie idyllique à l'enfer le plus complet, on le verra. Alors nous, Barbara Abel, peut-être une première question. Est-ce qu'on est, avec vos livres, plutôt dans le polar, plutôt dans le roman noir, le thriller psychologique? Quelle serait peut-être comme ça la meilleure définition pour aborder vos ouvrages? Moi, je dirais que c'est plutôt du thriller psychologique. Ce ne sont pas des enquêtes policières, donc ce ne sont pas des polars au sens propre du terme, puisqu'il y a pas d'enquête dans mes romans. Je serais d'ailleurs bien incapable d'en écrire une. Je suis très mauvaise en enquête policière ou autre d'ailleurs. Donc oui, c'est plutôt voilà le thriller, c'est-à-dire comme vous l'avez dit, je prends toujours d'ailleurs des gens ordinaires, des messieurs des dames et des messieurs de la vie de tous les jours, et puis je vais les mettre dans une situation qui va complètement déraper. C'est un peu quand l'ordinaire bascule dans l'horreur. Voilà, c'est ça mon créneau. C'est une manière pour moi de m'identifier à mes personnages et de faire en sorte que les lecteurs va s'identifier à ces personnages à qui il va arriver des choses terribles, mais toujours très crédibles. Oui, on est dans le réel, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il y a pas de serial killer dans mes romans. Il y a pas de personnages qui dévient complètement du quotidien. C'est des gens ordinaires qui vont être confrontés à une situation extraordinaire. Je suis arrivée vraiment dans l'univers du polar, du thriller, du suspense, sans avoir énormément de lettres ni de culture dans ce style littéraire bien précis. Et c'est peut-être aussi, moi je me souviens quand j'ai publié mon premier roman, les remarques, les critiques, les chroniques qui ont fleuri autour de cette parution faisaient souvent notion d'une sorte de je vais pas dire de renouveau, ça n'a rien à voir, mais voilà, quelque chose d'un peu inhabituel. Et c'était peut-être justement le fait que j'étais absolument pas rompue à ce genre littéraire qui a fait que voilà, j'y suis allée avec toute la volonté et tout le talent que je pouvais avoir pour raconter ce genre d'histoire et de le faire de la meilleure façon possible, mais sans appartenir, sans répondre à des codes bien précis puisque je ne les connaissais pas.
Et je sais que voilà, à mes débuts, c'est quelque chose qui a bien fonctionné aussi. C'était, je n'étais pas formatée. Voilà, je n'étais formatée par aucun code et aucun style précis à ce niveau-là. Oui, parce que justement, c'est vrai que c'est justement une littérature qui a ses codes, où Oui, il y a tout à justement fait. le polar, le roman policier, le roman noir, il y a des codes bien particuliers, effectivement. Et c'est peut-être justement ce qui fait cette personnalité de votre écriture, parce que ça, je voudrais le souligner déjà. Il y a un style Barbara Abel, un style reconnaissable. Ah bon? Oui, oui. Et peut-être d'abord aussi parce que par rapport aux thèmes qui sont récurrents, que vous développez. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et ces thèmes-là sont effectivement des leitmotifs qu'on retrouve dans plusieurs de vos livres. Et alors, on peut peut-être en aborder quelques-uns. Le plus évident, peut-être, ce sont les relations entre parents et enfants, justement. On en parlait juste avant. Et peut-être même plus souvent entre une mère et ses enfants. Oui, la maternité, oui. Hein, on pense évidemment au premier livre, c'est l'Instinct maternel, le titre de votre premier ouvrage. Mais voilà, je pense aussi aux trois derniers, finalement, où cette relation-là est omniprésente, et peut-être encore plus dans le dernier, mais on va pas dévoiler, évidemment. Hein. Mais finalement, la question aussi qu'on peut se poser, qui traverse, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ses enfants, ou en tout cas aussi pour retrouver finalement une complicité, une confiance qui a pu se déliter, se perdre. C'est un peu ça. C'est vrai que, alors c'est assez drôle parce que alors déjà les héroïnes au cours de mes romans vieillissent en même temps que moi en fait, et les enfants grandissent. C'est-à-dire mon premier roman s'appelle L'Instinct maternel et c'est l'histoire d'une femme enceinte. J'étais enceinte quand j'ai écrit ce roman. Et puis dans les romans suivants, donc il y a Un bel âge pour mourir et Duel, les enfants sont petits. Alors les suivants, bon, c'est deux romans un peu à part, donc, mais c'est vrai qu'après on retrouve des ados, voilà. Et j'ai un ado à la maison, et donc c'est vrai que mon quotidien et ma vie privée je puise évidemment, et ça m'inspire les relations que j'entretiens avec mes enfants. Alors rassurez-vous, je n'ai pas du tout ce genre de relation avec mes enfants. J'ai une relation tout à fait normale et ordinaire, voilà, faite de beaucoup d'amour et puis des conflits, évidemment. Je pense que c'est absolument inévitable, mais c'est vrai que je m'inspire fortement de mon quotidien. En fait, c'est le genre d'idées qui me viennent naturellement à l'esprit, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, souvent, je vis des anecdotes, en fait, comme vous, exactement comme vous. Et puis, j'ai peut-être, moi, cette faculté, cette propension à commencer à imaginer une suite et toujours à aller voir le pire de la situation. Si je peux donner juste un exemple, sans dévoiler, je vais juste faire le pitch d'un de mes romans qui s'appelle Derrière la haine, qui n'est pas ici, qui est le premier du diptyque, donc Derrière la haine et Après la fin. Donc en fait, Derrière la haine, ça raconte tout simplement, ça se passe dans deux maisons mitoyennes, donc deux couples de voisins qui ont sensiblement le même âge, ils ont la trentaine d'années, ils sont du même milieu social, et quand ils font connaissance, en fait, ça clope bien, ça fonctionne bien entre eux, ils deviennent très amis. Et les femmes tombent enceintes à quelques mois d'intervalle, donc elles mettent chacun au monde un enfant, un fils, ces deux garçons qui vont grandir l'un à côté de l'autre. Voilà, et ils vivent, c'est comme vous l'avez dit au début, ils vivent au paradis parce que la vie est très agréable de vivre avec ses voisins qui sont des amis, et puis ces deux garçons qui grandissent comme des frères. Et puis voilà, il va se passer quelque chose qui va complètement déséquilibrer cet équilibre, et qui va faire basculer le paradis en enfer.
Et cette idée m'est venue tout simplement parce que mon fils était très ami avec le fils des voisins. Et puis, il s'est passé juste une petite anecdote qui fait qu'à un moment donné, j'ai vu que le fils des voisins, voilà, était dans une situation dangereuse. Et bon, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé sa maman, qui est venu tout de suite le mettre en sécurité, et ça en est resté là. Et donc voilà, c'est le genre de petite anecdote qu'on peut tous vivre, sauf que moi, après, voilà, ça commence à travailler. Tiens, et si ça ne s'était pas bien terminé, et alors mon imagination commence à travailler, et évidemment, après, je vais faire en sorte que mes personnages aille le plus loin possible dans l'horreur, mais une horreur quotidienne, une horreur plus psychologique, plus une tension, une oppression que y a pas beaucoup de sang dans mes romans, et c'est pas gore du tout. Il y a pas de scène d'horreur. Voilà, c'est vraiment une tension psychologique que je mets en place. La crédibilité est capitale en tout cas dans ce genre littéraire-là, puisque le suspense, la tension que je veux faire naître chez le lecteur dépend de cette crédibilité. Il y a une phrase que j'adore, qui n'est pas du tout de moi, qui est d'un très très célèbre écrivain qui s'appelle Mark Twain, et qui dit la seule différence entre la fiction et la réalité, c'est que la fiction doit être crédible. Et je trouve cette phrase absolument somptueuse, parce que c'est vrai qu'il se passe dans la vie des choses complètement folles, des choses que si on les racontait dans un roman, ce serait, on ne croirait pas, ou le lecteur décrocherait, parce que ce ne serait pas crédible. Et dans un roman, on se doit de tenir une crédibilité absolument, vraiment au cordeau. Ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie. Vous le savez aussi bien que moi, il peut nous arriver des choses où on entend des histoires que nos connaissances, nos amis ou les membres de notre famille nous racontent, et on se dit, mais la réalité dépasse la fiction. On nous le raconterait qu'on n'y croirait pas. C'est absolument incroyable. Et c'est vrai que ces choses-là arrivent dans la vie et ne fonctionneraient pas dans un roman de fiction. L'innocence des bourreaux, ça se passe dans une supérette, une petite supérette de quartier, donc genre un peu plus grand qu'une épicerie, mais beaucoup plus petit qu'un supermarché. Et sont dans cette supérette quelques clients. Nous sommes en fin de matinée ou début d'après-midi. Début d'après-midi, voilà, c'est ça. Et donc il y a, si mes souvenirs sont bons, il y a 7 clients plus le caissier. Et va débarquer dans cette supérette un junkie en manque de sa dose d'héroïne, qui n'a plus de sous et qui veut juste faire un braquage, qui veut juste prendre un peu de sous pour aller se payer sa dose d'héroïne. Donc c'est un braquage qui devrait normalement durer quelques minutes, et puis évidemment qui va mal tourner, sinon il y aura pas d'histoire. Et donc voilà, parmi les clients, il y a cette maman avec son fils adolescent, donc son adolescent qui voulait pas venir, qui voulait pas l'accompagner, qui voulait juste jouer à ses jeux vidéo, et elle l'a forcé à l'accompagner, donc qui devait pas du tout se retrouver là. Il y a un couple adultère, donc qui est pas du tout censé ni être là ni être ensemble, donc ça tombe mal pour eux. Il y a cette jeune maman qui habite à 100 mètres de là. Et qui a un petit bout de 3 ans, qui regarde la télévision, et elle doit juste faire une course, donc là ça doit aussi durer 3 minutes, donc descendre, aller à 100 mètres, faire sa course, remonter, et évidemment elle se dit, si je prends mon petit bout, il faut que j'arrête le film, il va râler, que je dois l'habiller, machin. Ça va prendre des proportions terribles, beaucoup plus importantes. Donc elle se dit, je vais vite aller faire la course, il va même pas se rendre compte de mon absence, sauf qu'elle va évidemment pas revenir de sitôt.
C'est terrible. Ça. Oui, Parce que... c'est la situation qui tue là. Oui, non, c'est terrible parce que oui. Là, on s'identifie vraiment. D'autant que je suis papa d'un tout petit beau. J'ai eu cette idée quand mon fils était tout petit. Alors, je ne l'ai utilisé que des années plus tard, mais c'est vrai que alors il avait 5 ans et moi je l'ai prévenu. Voilà, je lui ai dit, je vais vite faire une course. Mais voilà, je l'ai fait. Et en fait, dans la rue, donc pendant que je me pressais vers l'épicerie du coin, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas lui qui était en danger parce que lui était bien à l'abri à la maison, dans le fauteuil, en train de regarder un dessin animé, mais que si moi, il m'arrivait quelque chose, personne ne savait que mon fils... Et donc, l'idée m'est venue là, en le faisant. Et en fait, je ne l'ai fait qu'une fois. Je ne l'ai plus jamais fait parce que cette idée m'a angoissée. Et quand vous lirez le bouquin, vous ne le ferez jamais non plus, ou dissuaderez les gens de le faire. Ou alors, il faut prévenir les voisins. Si je suis pas de rentrer dans 10 minutes, il faut peut-être aller voir. Et donc, il y a aussi une vieille dame très antipathique avec son aide familiale, enfin très antipathique, mais on l'adore. Moi, je l'ai beaucoup aimée. Enfin, c'est une horreur, une vieille carne, une sorcière. Surtout, elle donne un peu de... Voilà, c'est ça. Elle est assez drôle parce qu'elle elle est tellement désagréable qu'à un moment donné, ça en devient très drôle. Et ça fait du bien, non? Oui, voilà, ça fait du bien. Mais en fait, c'est pour ça que je l'ai gardée. Elle devait partir très tôt et je l'ai gardée juste parce que je l'aimais beaucoup. Oui, ça fait du bien pour sortir de l'oppression. Et puis, il y a le caissier, je pense, c'est tout. Et puis, il y a le braqueur, évidemment. Et voilà, donc c'est une sorte de huis clos, bien qu'à un moment donné on sort de la supérette. Et puis surtout, à un moment donné, il va se passer quelque chose qui va complètement bouleverser la situation. Alors, huis clos, effectivement, on y reviendra quand même. Peut-être le bouquin, finalement, celui-ci, est peut-être celui en tout cas où vous mettez le plus de personnages en scène. Oui, tout à fait, oui. Et justement parce que on suit à la fois bien sûr ce qui se passe dans cette supérette, mais on apprend vraiment à connaître les personnages. Hein. Donc il me semble que c'est celui où aussi vous travaillez le plus peut-être les personnalités justement pour montrer. Ce qu'on a dit, hein, ce passage, cette personnalité qui va changer, qui va être bouleversée par un événement, et on a vraiment un catalogue, alors là, pour le coup, de sentiments, quoi, de sensations. Oui. Hein, on a l'égoïsme, le regret, tout ça est assez bien charpenté, culpabilité, amour, dérision, la peur, etc. Donc tout ça se mêle par le biais justement de ces destins qui se rencontrent à ce moment-là. Oui, quoi. Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé aussi pour ce roman, c'est que jusqu'à présent, tous mes romans ne mettaient en scène que 2, 3, maximum 4 personnages, tout simplement parce que jusqu'à l'innocence des bourreaux, je me sentais pas moi très sûre de moi pour mettre en scène et pour mener à bien une intrigue avec beaucoup de personnages. Et c'est vrai que voilà, quand j'ai commencé à imaginer l'histoire de l'innocence des bourreaux, j'avais vraiment envie de partir sur un roman choral avec beaucoup de personnages, tout simplement parce que plus il y a personnages, plus on a de possibilités d'interaction entre eux, et donc plus on a de possibilités aussi de coups de théâtre, de retournement de situation, de climax, etc. Et c'était vraiment... c'était une envie, c'était, je vais pas dire un défi, mais presque. Me dire, allez, bon, l'innocence des bourreaux, c'est mon 10e roman. Je m'étais dit, bon, allez, maintenant je vais un peu me mettre en danger et voir si je peux mener à bien cette contrainte-là, c'est-à-dire beaucoup de personnages, même s'il y en a quelques-uns qui disparaissent en cours de route. Et alors le fait aussi que c'est très important de décrire et de faire exister le personnage et d'offrir au lecteur son passé, tout simplement parce que plus le lecteur va connaître le personnage, plus il va s'y attacher. Et vous pouvez voir ça, par exemple,
quand on regarde un film ou quand on lit un livre d'ailleurs, et que dans la première scène, il y a quelqu'un qui meurt, un personnage qui meurt, ça nous fait pas grand chose parce que ce personnage on le connaît pas. Voilà, c'est assez abstrait. Mais plus on va connaître et plus on va s'attacher à un personnage, plus on va être partie prenante et plus évidemment on va s'identifier ou même sans s'identifier, en tout cas avoir envie de savoir ce qui va lui arriver et donc tourner les pages pour savoir. Alors, soit ce qui va arriver, ou soit aussi le secret qui oui, il y a ça aussi. Voilà. À un moment. Tout à fait, tout à fait. Je voulais juste aussi lire les 4 lignes qui ouvrent votre avant-dernier livre après la fin. Derrière ces façades de respectabilité, des jardins secrets s'étendent de part et d'autre d'une haie, dissimulant sous les déchets de nos vies tourmentées le cadavre d'un passé que l'on cherche à oublier. C'est vrai que cette phrase-là résume aussi un peu finalement oui. Et puis résume beaucoup ce livre-là. Et c'est vrai que je jouais aussi sur le fait que après la fin c'est une suite. Et je jouais un peu sur les mots en parlant des jardins parce que dans Derrière la haine, les 2 jardins ont pas mal d'importance. Donc voilà, il y avait le jardin secret et c'est vrai que voilà la façade parce que dans Derrière la haine et même dans Après la fin, les maisons ont une certaine présence et une certaine importance et que c'est aussi ça nous définit aussi, voilà l'endroit où l'on habite. Quand on connaît pas bien quelqu'un et qu'on se rend chez lui pour la première fois, on a aussi une indication sur l'endroit où il habite, qui il est. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de faire ce parallèle. Alors, effectivement, ce thème-là est aussi récurrent, c'est-à-dire ce thème du double finalement. Du miroir. Tout à fait, c'est vrai. Dans Duel déjà, oui. bon là qui est évident. Mais ce thème-là, c'est aussi ce thème des 2 maisons, du double, du miroir. Et son couple miroir aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Le couple. Ici aussi, dans certains des personnages, bien sûr, il y a cette dualité. Et donc, les personnages de Barbare Bell ont toujours voilà, une double face finalement quelque part. On passe de l'autre côté du miroir avec vos personnages, au-dessus de la haie qui sépare les 2 maisons dans Après la fin, qui est donc le 2e volume du diptyque entamé avec Derrière la haine. Donc voilà, ce thème-là est important aussi. Hein, Mais parce que je pense qu'on a tous plusieurs faces. On a tous une personnalité. Voilà, on n'est pas à la maison comme on est au boulot. Ici, tel que vous me voyez, moi, ça fait partie de ma personnalité, mais évidemment, je suis pas. Voilà, je suis en représentation devant vous. Je suis pas du tout comme ça à la maison. Je suis pas comme ça avec mes amis. Je suis pas comme ça dans ma famille. Voilà, et je trouve qu'on a tous différentes. Enfin, c'est pas différentes personnalités parce qu'on a une personnalité, mais on a tous plusieurs faces qu'on utilise en fonction des situations dans lesquelles on est amené. Et ce qui est normal. Je vais pas me conduire ici comme je me conduis chez moi et vous non plus d'ailleurs. Et c'est vrai que j'aime bien mettre en scène dans mes romans. Donc évidemment, je choisis toujours un événement grave, un événement tragique qui va faire que la façade, la façade du personnage va être complètement bouleversée et le changement va être assez énorme. Mais je pense, alors je sais pas du tout moi comment je réagirais si on me mettait dans les mêmes situations que celles dans lesquelles je mets mes personnages. Je sais pas du tout. Si je réagirais comme mes héroïnes. Voilà, la mère de l'adolescent, elle a une réaction très précise dans ce roman, qui est sans doute celle que j'aimerais avoir. Maintenant, je sais pas du tout si moi je serais capable de faire ça. Je pense que tant qu'on n'est pas confronté à ce genre de situation, on peut pas savoir comment on réagirait. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant. Je trouve que ce basculement est quelque chose d'intéressant et forcément pose question et
après, ça reste une lecture ludique, une lecture de plaisir. Je fais pas du tout de traité de philosophie, mais peut-être que si le lecteur, à la fin de la lecture, se pose quelques questions, ou même pendant la lecture, comment est-ce que moi j'aurais réagi? Tiens, et si ça m'était arrivé, que serait-il passé? Quelle réaction aurais-je eu? Je trouve ça intéressant. Donc, en général, quand un producteur achète les droits audiovisuels d'un livre, alors c'est vrai, l'auteur peut exiger, d'être inclus dans le travail scénaristique. C'est vrai que moi, je l'ai pas demandé, et je trouve qu'il est aussi très important que le scénariste et le réalisateur s'approprient l'histoire, et que ça peut être un peu plus compliqué si l'auteur est partie prenante dans l'écriture de scénario. Bon, d'abord, l'écriture de scénario, c'est vraiment une écriture très très différente de celle du roman. Ce qui se passe aussi, c'est qu'en général, quand un projet audiovisuel arrive à son terme, parce que des projets audiovisuels, il y en a énormément, mais dont très très peu aboutissent. L'auteur moi, donc le roman est sorti en 2003 et le tournage s'est fait en 2007. Donc l'écriture du scénario a dû se faire en 2006, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que 3 ans après, moi j'étais plus du tout dans cette histoire-là. En plus j'avais déjà écrit Duel, donc on est dans d'autres projets. Et moi personnellement, retravailler une histoire que j'ai déjà travaillée 3 ans auparavant, c'était pas vraiment mon souhait. Maintenant, en fait, je me suis très bien entendue avec le réalisateur. Et donc, il m'a fait lire le scénario quand il était écrit. Et donc voilà, c'est très très drôle et très gai de voir l'évolution d'une histoire vue par son prisme à lui. D'autant plus que moi, je raconte une histoire qui est destinée à être lue. Et lui, il raconte une histoire qui est destinée à être vue, ce qui est absolument différent en fait. Et donc, c'est vrai, là par exemple, Derrière la haine, il est en train d'être adapté au cinéma, donc le tournage va commencer au mois d'octobre. Donc maintenant, je commence à en parler parce que voilà, ça a l'air d'être bien sur les rails, etc. C'est vrai que c'est très important que le réalisateur en fasse son bébé à lui. Voilà, que ça devienne son bébé, son histoire. Enfin, pour un romancier, c'est quand même... ça doit faire quelque chose de voir ces personnages animés. Ah oui, de les voir. C'est très... oui, alors c'est absolument... en fait, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, j'avais débarqué parce que je venais je devais aller à Paris pour la signature d'un service de presse d'un roman qui venait de sortir, et donc le tournage était en train de se faire, et je savais, parce qu'il y avait un site de partage sur le net où je pouvais aller voir donc chaque jour de tournage où ça se passait, etc. Et j'avais regardé, et ce jour-là précisément, ça se passait à Paris. Et donc en fait, j'ai débarqué sur le plateau de tournage sans du tout prévenir que j'allais venir. Et bon, déjà, le réalisateur était très surpris, mais bon, j'ai été accueillie très très bien, évidemment. Et alors, c'était très drôle parce que donc l'adaptation, c'était avec Émilie Dequesne et Marie-France Pizier. Feu Marie-France Pizier. Et donc, quand je suis arrivée sur le tournage, le réalisateur m'a prise par la main, il m'a dit « Viens, je vais te présenter à tes personnages ». Et donc, il m'a amenée près de Marie-France Pizier, qui joue la mauvaise, la très très mauvaise. Et alors moi, je lui ai dit, donc j'étais j'étais assez impressionnée et un peu sur un petit nuage. Et je dis à Marie-France Pizier, je lui dis textuellement, je dis, en tout cas, c'est incroyable, parce que quand j'ai écrit le personnage que vous interprétez, mais qui est une salope, hein, vraiment, qui est une horreur, je dis, c'est exactement comme ça comme vous que je l'imaginais. Et là, elle a regardé le réalisateur et a dit, je ne sais pas si je dois prendre ça comme un compliment. Voilà, c'était. Mais c'est vrai que c'est. Et après, donc il y a eu. Donc c'était un téléfilm, mais il y a eu une avant-première dans un cinéma à Paris, donc avec toute l'équipe du film, etc. Et de découvrir une histoire que moi j'avais imaginée toute seule chez moi et que j'avais construite toute seule derrière mon. Voilà, c'était assez impressionnant.
Et en fait, il faut savoir que les quais du Polar à Lyon, c'est une institution, c'est la Rolls-Royce des salons polars. C'est un des plus grands salons polars. Enfin, je suis pas le plus grand salon polar, en tout cas qui se déroule en France, et qui a une influence mais absolument incroyable. Ça se passe dans au Palais du Commerce, si mes souvenirs sont bons, dans un endroit assez grand. Et donc régulièrement ils sont obligés de fermer les portes parce qu'il y a trop de monde à l'intérieur, et quand on sort et que les portes sont fermées, on voit encore une file de gens mais qui part jusqu'à l'horizon. Enfin c'est voilà, et c'est alors il y a beaucoup d'auteurs, hein, il y a plus de 100 auteurs de toutes les nationalités. Il y a quelques années, il y a James Ellroy qui est venu, Camilla Landsberg, enfin voilà, des grosses stars, Harlan Coben, des immenses stars de la littérature policière. Et voilà. Et donc on a voulu, parce que je suis pas du tout dans l'organisation, mais voilà, faire un peu la même chose, enfin le pendant belge, bruxellois en tout cas, des quais du Polar. Donc ça s'appelle Boulevard du Polar. Alors évidemment, on n'a pas du tout eu l'affluence qu'il y a à Lyon, mais il faut quand même savoir que la première édition des quais du Polar, il y a eu personne, alors que nous on a quand même eu du monde. Et c'était une très très jolie édition parce que l'esprit belge était là aussi, c'est-à-dire l'esprit à la bonne franquette, des choses qui se font avec des bouts de ficelle, avec beaucoup de bonne volonté, avec beaucoup de bonne humeur, avec voilà cet esprit oui, cet esprit belge dans la simplicité. Et puis à la Bourse, c'était à la Bourse. Et c'était à la Bourse, donc voilà, c'est pas tous les jours qu'on peut rentrer dans la Bourse. Enfin, moi, j'y avais déjà été pour l'exposition des Lego là, mais c'était la deuxième fois. Enfin voilà. Donc l'endroit était très très beau. Il y a quand même eu du monde. C'était régulier. Les gens sont venus. Il y a eu des débats, il y a eu des signatures. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle réussite. Petite, je ne rêvais pas d'être écrivain, c'était pas du tout ce à quoi je me destinais, mais c'est vraiment devenu un moment privilégié. Alors pas tout le temps, hein. Je dis pas que je vis au 7e ciel chaque fois que j'allume mon ordinateur, pas tout le temps. Mais c'est vrai que et ça arrive à chaque roman. Il y a comme ça des états d'excitation et de grâce ou de transcendance et tout que je ne connais que grâce à l'écriture. Et c'est arrivé pour chaque roman. Alors j'espère que ça continuera d'arriver. Et c'est vrai que c'est un moment où je me sens vraiment bien. Voilà, je ne me pose plus de questions. Enfin voilà, je me sens vraiment dans mon élément. Donc voilà, c'est très important pour moi, mais encore une fois, c'est pas tout le temps. Il y a plein de fois où j'écris parce que voilà, j'ai des délais à tenir, que je dois remettre mon texte à une certaine date, que je suis pas en avance. Enfin, moi, je suis toujours en retard de toute façon. Et donc, il y a des moments où voilà, c'est difficile, où j'y vais parce qu'il faut, alors que j'irais bien faire autre chose. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, même dans ces états-là, une fois, le premier quart d'heure passé, une fois que je suis dedans, je me sens bien. Donc oui, c'est mon boulot et c'est mon plaisir et voilà, c'est ce qui me correspond le mieux au jour d'aujourd'hui. Alors, en tant que personne, vous seriez plus la petite sœur d'Hitchcock ou bien d'Agatha Christie? Non, plutôt Hitchcock. D'accord. Oui, tout simplement parce que Agatha Christie écrivait des vraies enquêtes et je l'ai dit tout à l'heure, je serais vraiment incapable. Ça me semble insurmontable de devoir mettre en scène une enquête parce que je ne saurais pas comment m'y prendre. Je me sentirais j'ai l'impression que je suis complètement nulle là-dedans. Tandis que le plus le côté psychologique et tout ça, c'est vraiment un univers dans lequel je me sens de plus en plus à l'aise et dans lequel je me retrouve. Eh bien, un grand merci. Très belle fin de soirée à vous. Merci à vous aussi. Voilà, merci Barbara Abel.
Merci à vous. Maison de la Francité.